Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir Manger, je suis Bruno Parmentier. Dans cette troisième vidéo de ma série sur le poisson, D6, on va évoquer les énormes problèmes induits par le réchauffement climatique et la pollution sur l'existence même du poisson, ce qui accentue considérablement les effets délétères de la surpêche qui ont fait l'objet de la vidéo précédente. On verra même que la pêche elle-même libère des gaz à effet de serre et réchauffe la planète, ce qui est un comble. Alors, l'augmentation de la température de l'eau se traduit par une diminution de la quantité d'oxygène qu'elle contient, ce qui conditionne purement et simplement la vie des poissons. D'une manière encore plus générale, les animaux à sang froid sont forcément très sensibles à la température et aux modifications de température de l'eau, puisqu'ils sont incapables de la réguler eux-mêmes. Tous leurs processus fondamentaux, comme la reproduction, la croissance, la maturation et la migration, sont fortement dépendants. Alors, en ce qui concerne les fleuves, ces phénomènes sont largement accentués par tous les aménagements des fleuves imputables à l'homme. Les barrages, les ponts, les pollutions, la dégradation de l'habitat, l'introduction d'espèces, plus la surpêche évidemment. Alors, il faut prendre conscience que la plupart des espèces de poissons migrateurs qui migrent de la mer à la rivière sont maintenant totalement en danger. Les Canadiens, par exemple, sont très inquiets sur la survie de leurs saumons. Alors on peut les comprendre, parce que les saumons, il y a belle lurette qu'il n'y en a plus du tout dans les rivières françaises, qui avant en étaient pleins. Mais par exemple, les Suisses sont très inquiets pour leurs truites, etc. Enfin, c'est partout le problème. D'ailleurs, on le voit, les pêcheurs sportifs, les pêcheurs de loisirs, ils remettent la plupart du poisson dans les rivières, parce qu'ils savent que s'ils le gardent, il n'y en aura plus le lendemain. Mais ceci est relativement anecdotique quand même. Notamment, ça n'affecte pas gravement la nourriture des Européens, parce qu'on mange assez peu de poissons pêchés dans nos rivières, nos étangs et nos lacs. C'est beaucoup plus grave avec le poisson de mer. Parce que, au-delà de la surpêche, on observe trois facteurs très limitants dus aux conditions atmosphériques. La migration des poissons, la réduction de la taille des poissons et l'augmentation de la toxicité des eaux. Tout ça, ça menace clairement les stocks. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est l'eau de la mer se réchauffe moins vite que l'atmosphère. Parce qu'il y a une telle masse que ça prend du temps. En revanche, c'est difficilement réversible. L'eau de mer se réchauffe 3 fois moins vite que l'atmosphère. Mais, une fois que c'est des marées, tous les poissons, ils peuvent nager. Donc, en fait, les mouvements dans la mer atteignent des distances beaucoup plus importantes que sur Terre. C'est en moyenne 75 km par décennie. Ça peut être pire, hein? Le phytoplancton, lui, il peut faire 400 km par décennie. Des poissons osseux comme la morue ou le zooplancton, 200 km par décennie. Même les crustacés, les mollusques et les algues vivant au fond de la mer franchissent plusieurs dizaines de kilomètres par décennie. C'est beaucoup plus que sur Terre. Sur Terre, c'est environ 6 km par décennie. C'est une fuite en avant pour suivre les eaux un peu plus froides. Donc, dans l'hémisphère nord, une fuite en avant vers le pôle nord. Dans l'hémisphère sud, une fuite en avant vers le pôle sud. Mais on va pas pouvoir stocker la totalité de la vie marine près des pôles, en désertifiant tout ce qui est tropique et équateur. Alors, justement, parlons des tropiques. Les coraux des mers tropicales, eux, ils peuvent pas bouger. Ils sont stockés là. Mais c'est très important parce que c'est la nourricerie des poissons brouteurs qui eux-mêmes sont mangés par d'autres. Il faut donc s'attendre à de graves difficultés pour la pêche tropicale. Et la pêche tropicale, elle concerne à la fois les pays tropicaux, elle concerne au premier chef aussi les pays riches qui envoient
leurs gros bateaux pêchaient des poissons dans les zones tropicales. Le manque d'oxygène et la raréfaction du plancton fera diminuer également la taille des poissons. Et les poissons, ils auront moins à manger, moins à respirer, ils seront plus petits. Allez, entre 14 et 24% de moins de taille des poissons à cause du réchauffement climatique, pas à cause de la surpêche, hein, d'ici 2050. Donc en résumé, les poissons seront plus petits, ils iront plus au nord et ils vont monter en surface. Et en plus, ils seront surpêchés. Tout ça est super rassurant. Et les grands équilibres de la planète, on ferait mieux de ne pas trop jouer avec. Alors, parmi les grands équilibres, il y a le fait que sur Terre, on émet du carbone et l'océan est assez sympa pour reprendre le carbone et le fixer. Voilà. Le quart du gaz carbonique émis dans l'atmosphère est gentiment absorbé par les océans. Alors, on va augmenter beaucoup la quantité de gaz carbonique, malheureusement, qu'on émet. Alors, l'océan est assez sympathique, il va probablement en absorber plus. Mais quand l'océan absorbe plus de gaz carbonique, il s'acidifie. Revers de la médaille. Et l'acidité des eaux, c'est pas bon pour la vie dans les eaux. Alors, depuis le début de l'ère industrielle, l'acidification des océans a augmenté de 30%. Et maintenant, on a très peur de la suite. Il y a 250 millions d'années. Ça ne nous rajeunit pas. Il y a eu d'énormes explosions volcaniques. Ça a acidifié les océans. 95% des poissons en sont morts. Tout ce qui forme des squelettes importants, comme les moules et les huîtres, sont perturbés. Mais il y a plus grave. Comme on l'a dit, les coraux. Ils protègent les poissons, ils protègent les côtes. Alors, ça a commencé par les coraux les plus superficiels. Les plus superficiels, ils ont diminué de moitié dans les 30 dernières années. Alors maintenant, ça continue. Ça continue dans la Grande Barrière de Corail en Australie, ça continue dans les Caraïbes. Et si vraiment la température augmente de 2 degrés, il est probable qu'on perdra purement et simplement tous les coraux. Tous les coraux. Voilà, aussi simple que ça. Une fois que les coraux sont blanchis, ils finissent par s'effondrer et tous les services écosystémiques qu'ils rendaient disparaissent. C'est vraiment l'irresponsabilité de l'homme. Imaginez-vous que les récifs coralliens, qui bien évidemment étaient des capteurs de carbone, pourraient même devenir des émetteurs dès 2030, accélérant eux-mêmes le réchauffement qui les menace. Mais en matière de réchauffement et de boucles rétroactives, il y a pire. Alors, reprenons. L'homme émet du gaz carbonique. L'océan capte ce gaz carbonique. Tout ça est déposé au fond de la mer. Il faut des millénaires ensuite pour que ça se transforme en roche sédimentaire stable. Mais le dessus du fond de la mer, c'est de la boue. Alors, il y a un phénomène qu'on découvre très important, qui est le bord des plateaux continentaux. Sur le bord des plateaux continentaux, donc il y a cette boue très carbonée, mais il y a les courants profonds qui remontent des éléments nutritifs, ça fait du plancton, ça fait du poisson. Donc c'est très poissonneux. Et donc on a inventé de faire passer les chaluts. Alors les chaluts qui raclent le fond des mers, imaginez-vous que finalement c'est comme une charrue. C'est la charrue, chalut. Bon, tout ce carbone qui est là au fond de la mer, c'est comme de la boue. C'est remué par le chalut et hop, ça repart dans l'atmosphère. Donc, le chalut qui racle le fond de la mer émet du gaz carbonique. Mais attendez, on parle de très grande surface, hein. Il y a 1 à 2% de l'ensemble des surfaces des mers et des océans qui sont ainsi labourés par les chaluts tous les ans. On vient de découvrir que
Ce carbone qui est remué, qui est remonté, qui repart dans l'atmosphère, dû au chalut, c'est l'équivalent de ce qui est émis par 350 millions de voitures. Allez, encore plus spectaculaire. C'est l'équivalent de l'ensemble des gaz à effet de serre de tout le transport aérien. Les chalutiers réchauffent autant la planète que les avions. Ah, c'est complètement décourageant. Alors, il y a quand même un petit espoir, parce que c'est tout près des terres, c'est sur les plateaux continentaux. Autrement dit, ceci ne se passe pas dans les eaux internationales où on a le plus grand mal à faire respecter les lois. Ceci se passe concrètement sur les territoires directement gérés par les pays, et en particulier les pays européens et les pays côtiers asiatiques, c'est-à-dire notamment la Chine. Donc, si on a un vrai courage politique, on pourra dire « arrêtons de labourer par des chaluts de plus en plus efficaces le fond de la mer. » Ça met en péril carrément toute la biodiversité et l'existence même des poissons. Et 2, ça nous réchauffe la planète. Alors, venons-en aux pollutions. Alors, il y a les pollutions très spectaculaires. Un accident dans une usine, relâche du poison. Alors, tout le monde a vu ces images très spectaculaires, des milliers, des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de poissons qui sont morts d'un seul coup. Bon, on est obligé de voir que les industriels sont pas très inquiétés quand il y a des accidents comme ça. Bon, faut espérer que, tiens, en France, on est en train de voter une loi sur le délit d'écocide. Ben, peut-être que ça en fera réfléchir plus d'un et que ça va diminuer le nombre d'accidents. Mais bon, il y a la pollution quotidienne, insidieuse. Elle est quand même très présente. Allez, tenez, quelque chose qui nous concerne. Eh ben, on absorbe des contraceptifs, des somnifères, des antidépresseurs, des antidouleurs, des antibiotiques, des médicaments, etc. Sans oublier les cosmétiques, mais à la fin des fins, tout ça se retrouve dans les urines. Les stations d'épuration, le plus grand mal, a tout arrêté. Et donc, ça repart dans les eaux. Ah tiens, vous vous rendez compte la quantité de contraceptifs qui arrivent dans les eaux? Eh ben, qu'est-ce que ça provoque? Ah ben, les poissons mâles deviennent hermaphrodites. Les poissons mâles se mettent à faire des œufs. Ben, ils ont moins de caractère masculin, sont moins agressifs, moins productifs, etc. Et donc, à la fin, dans ce monde interlope d'hermaphrodites, il se peut qu'il n'y ait plus du tout de reproduction. Ah oui, ça c'est le contraceptif pour les humains qui devient contraceptif pour les poissons. Je suis pas sûr que ce soit génial. Bon, c'est la même chose pour les somnifères ou les antidépresseurs, évidemment. Ça concerne jusqu'à 20% des poissons, quand même, ce côté hermaphrodite. Alors ça, c'est la pollution des villes. Puis il y a la pollution des campagnes. Alors tous ces pesticides qu'on met sur nos champs, les herbicides, les fongicides, les insecticides, ça n'a rien de bon pour les poissons, ni les grenouilles, évidemment. Alors, faut éviter au maximum que ça aille dans les cours d'eau. Alors, c'est important, on a inventé les bandes enherbées autour des ruisseaux, des mares et des étangs et des rivières. Mais ça marche jamais à 100%, cette affaire-là. Quand il y a un gros orage ou inondation, bonjour l'absorption des pesticides par les poissons. Ah ben, ça leur fait rien de bon. Évidemment, les quantités les plus importantes, c'est d'abord l'engrais. On met beaucoup de nitrates et beaucoup de phosphates pour accélérer les plantes, la fertilité des plantes. Ça marche exactement pareil pour les algues. Ah ben oui, par exemple, les rivières bretonnes ou les côtes bretonnes, ah ben les algues, elles adorent ce nitrate et ce phosphate, elles se développent énormément. Eh ben elles prennent tout l'oxygène, il n'y a plus d'oxygène pour les poissons, ça se termine. Sans compter que ça favorise aussi des arbres toxiques, qui fait que ça devient carrément dangereux pour les êtres vivants de se promener sur une plage qui est pleine d'algues. Non, tout ça est très fou. Et on va terminer par cette calamité du XXe siècle, dont on espère qu'elle va vraiment diminuer au XXIe siècle, le plastique. Alors c'est un véritable fléau. Je ne sais pas comment font les humains, mais comme vous le savez, il y a plein de sacs plastiques qui se retrouvent carrément dans la mer. Eh ben, les gros poissons ou les tortues marines, elles les mangent, il n'y a pas de problème. Ben, évidemment, c'est très mauvais pour la santé.
Mais ça, c'est les gros poissons, mais les petits poissons sont aussi évidemment concernés parce que ce plastique, il a une durée de vie très importante, mais avant de disparaître purement et simplement, il se fragmente en petits morceaux. Alors, il y a les microplastiques entre 5 mm et 1 nanomètre, et les nanoplastiques, vraiment tout petits, inférieurs à 1 nanomètre. Ah bah, plus c'est petit, plus c'est facile à absorber. Ben évidemment, les poissons, ils confondent ça avec le plancton, donc les tout petits poissons les mangent, les moyens poissons mangent les petits, les gros poissons mangent les grands, etc. Et hop, le plastique nous est servi sur la table du déjeuner. Évidemment, il y aura de moins en moins de poissons s'il y a de plus en plus de plastique. Alors, en résumé, le poisson est extrêmement menacé. Nous avons vu dans la vidéo précédente que la surpêche est une calamité à l'échelle mondiale. Nous avons vu que le réchauffement climatique menace aussi les poissons, que la pollution les menace aussi. Autrement dit, c'est peu de dire que les poissons sont menacés. Y aura-t-il encore du poisson à manger sur Terre dans les décennies qui viennent? Ça n'est absolument pas sûr. Dans la vidéo suivante, nous allons voir que finalement, en résumé, si nous voulons continuer à manger du poisson, il va falloir l'élever et non pas le pêcher. Et puis dans la dernière vidéo, on va essayer quand même de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut manger de durable comme poisson, qu'est-ce qu'une pêche durable, comment peut-on quand même vivre et se régaler avec d'excellents produits de la mer tout en étant responsable. Merci de votre attention, à bientôt sur d'autres vidéos de la chaîne Nourrir Manger.